Ja, 여기 아이 też potrzebuję. Tak.
Le peuple. Pour aucune nation et pour aucun peuple, il n'est possible aujourd'hui de parler de race pure. Tous les peuples sont très mélangés. Et il serait fou d'appuyer des considérations politiques sur de simples considérations anthropologiques. Cette réserve faite, constatons que le type albanais est très nettement distinctif du nord au sud. C'est un type dont la physionomie exprime, par la finesse des traits, une très vieille civilisation. Et quoique les Albanais du Sud soient plus dolichocéphales que ceux du Nord, il est des caractères communs qui en font un des groupes les plus remarquablement homogènes de toute l'Europe. La langue. Tous les Albanais parlent une même langue indo-européenne, l'albanais, que l'on regarde comme la forme la plus jeune du vieil illyrien. Ils s'appellent eux-mêmes les Shqiptar, et ils appellent leur pays Shqiperia. De tout temps, les Albanais ont lutté pour avoir des écoles à eux, et soit sous le vieux régime turc, soit sous le régime de la jeune Turquie, leurs rébellions ont été souvent en relation avec leurs ambitions d'autonomie scolaire. Dès que la révolution jeune turque leur permit d'avoir quelque espoir de libre développement, un premier congrès albanais fut réuni à Monastir en 1908 et un second à Elbasan en 1910 pour discuter de l'adoption d'un alphabet commun. À une énorme majorité, c'est l'alphabet latin qui fut choisi pour la transcription de l'albanais officiel, comme plus simple, plus clair, mieux adapté aux caractères originels de la langue. On reconnaît indirectement et on pressent si bien aujourd'hui la puissance de cohésion de la langue albanaise pour tous les Albanais que l'école albanaise est persécutée ou fermée dans toutes les régions qui sont disputées par d'autres puissances. En 1917, sous le régime transitoire des autorités françaises avec fonctionnaires grecs, à Gorica, Korça, et à partir du 10 décembre 1917, sous le régime de la République autonome albanaise proclamé par les autorités militaires françaises et placé sous la protection militaire française, des écoles albanaises furent tout de suite ouvertes et devinrent très florissantes. Lorsque, au contraire, Korça fut de nouveau remise aux autorités grecques, ces écoles furent tout de suite supprimées. Les seules que peuvent aujourd'hui fréquenter les Albanais sont les écoles grecques. Durant la période du régime autonome, je me suis personnellement intéressé à l'envoi de livres albanais, alphabet, livres de lecture, aux écoles de Gorica. Et l'opposition qui a été faite à ces envois
pourtant bien inoffensif, paraît être venu principalement alors de l'Italie. Il est certain que les Albanais orthodoxes et musulmans du Sud et les Albanais musulmans du Centre n'ont jamais pu obtenir le droit d'avoir des écoles albanaises. Ce dont on doit être surpris, c'est que, durant d'aussi longs siècles de domination turque, et malgré d'aussi acharnées persécutions de l'albanais, une langue commune ait pu persister, liant les différents groupes albanais. L'organisation sociale et la civilisation. C'est surtout parmi les tribus catholiques du Nord que s'est conservée de la manière la plus authentique et la plus originale l'organisation par tribu. L'unité sociale chez les Albanais, c'est la tribu, qui est une sorte de clan, de famille agrandie. Elle est gouvernée par un chef qui est héréditaire et dont les pouvoirs, en général, doivent être confirmés par une assemblée du peuple. L'assemblée est constituée par tous les hommes de la tribu en état de porter un fusil. Le chef de la tribu est le Bayraktar. Les Bayraktars ne sont pas du tout des suzerains féodaux. C'est en vertu d'une conception tout à fait superficielle des choses qu'on a comparé l'organisation albanaise à la féodalité. Il s'agit au contraire d'une organisation à base démocratique. Les chefs ont un pouvoir assez considérable et pratiquement héréditaire, mais aucune juridiction administrative ni judiciaire ne dépend d'eux. Ils ne peuvent rendre de jugement qu'avec le conseil des anciens, des vieux, le conseil des plech. Par bien de ses caractères fondamentaux, la civilisation albanaise est digne d'une attentive sympathie. Les Français qui ont vécu en Albanie et qui ont écrit sur les Albanais leur sont presque unanimement favorables. L'organisation politique. Malgré les divisions religieuses, les Albanais ont le sentiment très vif de leur communauté ethnique. Les Albanais sont partagés en 3 confessions. Les tribus catholiques, qui sont presque exclusivement situées dans les massifs montagneux du Nord, au nord et au sud du Drine. Dans la région qui entoure Scutari et dont Scutari est le centre indiscuté, les orthodoxes, qui se trouvent principalement au sud, et les musulmans, qui sont de beaucoup la majorité, qui occupent tout le centre, quelques massifs du nord et une partie du sud. Enfin, les disciples d'un marabout musulman, Sidi Bektash, constituent une sorte de franc-maçonnerie qui a pris les allures d'une véritable confession qui s'étend même en dehors de l'Albanie. Ce sont les Bektachis. Lorsqu'on parcourt les montagnes de l'Albanie, on est extrêmement frappé de voir à quel point catholiques, orthodoxes et musulmans font céder leur haine en faveur du sentiment de leur communauté ethnique. Et, sous l'impression des événements qui se sont développés depuis 1908, ce sentiment s'est accentué d'une manière tout à fait intense. Il existe et il existera des dissensions et des luttes très violentes dans l'Albanie, analogues à ce que sont les dissensions politiques dans certains États européens. Mais, de même que ces divisions politiques, aux heures de crise, cèdent devant le sentiment de la cohésion nationale, de même les Albanais seront capables de subordonner leur passion intestine à un intérêt supérieur. En tout état de cause, il est faux de prétendre que les divisions religieuses puissent être un obstacle à une constitution unifiée. Au contraire, dans cet Orient de l'Europe, où la religion, la confession se confondent le plus souvent avec la race et avec la nation, et où tout État a sa religion officielle presque exclusive des autres, grecs, bulgares,
il est une race composée de 3 groupes confessionnels, ou même de 4 avec les Bektashi, qui a sauvegardé jusqu'à ce jour et qui développe mieux que jamais une certaine conscience traditionnelle et pratique de la communauté ethnique de ces diverses tribus. Ce sont les Albanais. Les Albanais, pris individuellement, sont loin d'être dénués de l'esprit politique et, pris collectivement, ils ont plus d'une fois donné la preuve d'un réel esprit de discipline. L'Albanais s'est révélé, à maintes reprises, un homme politique de premier ordre. Si les Albanais ont joué à Constantinople, auprès du sultan, un rôle si considérable, ce n'est pas seulement à cause de la fidélité des janissaires, mais c'est encore et surtout par la participation de quelques-uns d'entre eux au gouvernement de tout l'Empire turc. Les grands vizirs ont été souvent des Albanais. On peut citer notamment la famille des Koprulu, qui, de 1665 à 1710, a fourni 5 grands vizirs. On ne peut surtout pas oublier que Mohamed Ali, le créateur de l'Égypte contemporaine, qui fut non seulement un chef politique, mais encore l'inaugurateur de nouvelles méthodes remarquables dans l'ordre de la vie économique, irrigation, était un Albanais. Enfin, l'un des plus grands hommes d'État de l'Italie contemporaine, Crispi, était issu d'une famille sicilienne d'origine albanaise. Sous l'influence de circonstances critiques, et dont la gravité est comprise par un grand nombre de tribus, les Albanais sont susceptibles d'accepter une discipline commune et de mener une action concertée. Il ne s'agit pas de faire appel ici à des souvenirs très lointains et d'évoquer la vieille épopée de Georges Castriote, Skanderbeg. Il suffit simplement de considérer les faits récents. Les Albanais ont de tout temps acquis un certain esprit politique et un certain esprit de discipline parce qu'ils sont sortis de chez eux et qu'ils ont été mêlés à de grandes affaires. Étant donné le rôle qu'ont joué durant la guerre pour toutes les nations opprimées d'Europe centrale et sud-orientale, les groupes organisés loin de leur pays d'origine, à Paris, à Londres ou en Amérique, il serait de plus en plus fâcheux de ne pas tenir compte, pour l'avenir politique et économique de l'Albanie, des colonies albanaises de l'étranger. Il est vrai que les colonies albanaises de Sicile, de Calabre et des Pouilles peuvent être regardées comme en très grande partie italianisées. Mais il n'est pas de même des Albanais de Constantinople et de l'ancienne Turquie d'Europe. On peut évaluer à plusieurs centaines de milliers, sans aucune précision possible, les Albanais de l'ancienne Turquie, accrus de tous ceux qui ont émigré, fuyant durant la guerre les massacres bulgares ou grecs. L'effondrement de l'Empire turc leur donnera une conscience albanaise de plus en plus vive, et ce fait vient de se manifester par l'envoi d'une délégation chargée de porter les revendications albanaises à la conférence de la paix et composée d'Albanais de Constantinople, indistinctement choisis parmi les musulmans, les orthodoxes et les catholiques. Fait très symptomatique, ces Albanais de Turquie, en très grande majorité musulmans, ont parmi leurs représentants un prêtre catholique. Pour une Albanie indépendante, si l'on examine la carte ethnographique, on constatera que la limite des régions occupées par les Albanais dépasse de beaucoup la frontière de l'Albanie fixée par la conférence de Londres en 1913. L'Albanie correspond donc à une très large ouverture naturelle dans le système peu pénétrable de la péninsule balkanique. Et elle compte entre la mer et la montagne une série de centres urbains qui sont de vrais centres d'attraction et quelques-uns même de prospérité. Scutari, la vraie capitale du Nord, 40 000 habitants, dont 26 000 musulmans et 14 000 catholiques. Krouia, l'ancienne capitale politique de l'Albanie, aujourd'hui bourg haut perché et déchu. Tirana, vrai chef-lieu spacieux.
cossu, pittoresque, presque élégant de la région centrale. 20 000 habitants, tous musulmans. Elbasan, qui, au milieu de son vaste jardin d'oliviers à grand air et qui est présentement regardée comme la capitale centrale, sans doute la capitale future. Enfin, vers le sud, Gorica, dont il a été question, et Berat, dont le nom a été dérivé de Belgrade, Arnaout Belgrade, 16 000 habitants, moitié musulmans, moitié orthodoxes. Ainsi constituée, l'Albanie reste en fin de compte une sorte d'Albanie mutilée par rapport à l'Albanie ethnique. Mais à cette situation, il y a tout de même un avantage. Tout le territoire est peuplé d'Albanais et l'on peut affirmer qu'il n'y a aucune autre minorité ethnique importante dans les limites d'une telle Albanie. Il y va enfin de l'intérêt de tous que l'Albanie ne serve à aucune nation de champ de manœuvre pour préparer des luttes futures. Tant que les Albanais ne seront pas leurs maîtres et qu'on ne leur aura pas laissé tenter l'expérience de se gouverner eux-mêmes, on peut être assuré qu'ils ne se tiendront point tranquilles et que l'organisation des Balkans sera le travail de Pénélope. Le film que vous venez de voir a été réalisé par l'Académie du film et multimédia Maroubi à partir de documents que le conseiller de coopération de mon ambassade, M. Hubert Le Forestier, est allé lui-même rechercher dans les archives de la planète du musée Albert Kahn près de Paris. Vous avez sans doute été frappé, comme moi, par la prouesse technique que représentent ces photos, de haute définition pour l'époque et aux couleurs naturelles. C'est un témoignage unique de la réalité de l'Albanie il y a un siècle. De même, le film, qui représente simplement les scènes d'une rue animée, est fascinant car il nous replonge véritablement dans cette époque. Mais la mission du photographe Auguste Léon n'a pas un objectif purement documentaire. Le texte, dont vous avez entendu la lecture, a pour auteur le géographe français Jean Brune qui accompagna Auguste Léon dans son voyage albanais. Jean Brune est un grand géographe, très connu. Il a fondé une approche nouvelle de la géographie humaine. Il a enseigné à l'École pratique des hautes études en sciences sociales et au Collège de France. Sa visite auprès des Albanais est une enquête à motivation scientifique, mais ce qu'il constate sur place, il va le répéter dans des conférences savantes et auprès des autorités politiques. Or, l'Albanie est alors à une époque cruciale. Son indépendance vient juste d'être proclamée. Le pays est et restera plusieurs années dans la tourmente de la guerre. Ses frontières et le principe même de son indépendance font débat au sein des grandes puissances.
Après son retour d'Albanie à la fin de 1913 et dans les années qui suivent, Jean Brune va faire savoir ce qu'il a vu et constaté sur place. Ainsi, Jean Brune explique que ce peuple, bien qu'écartelé au cours de l'histoire entre différentes influences politiques et culturelles, bien que se réclamant de plusieurs alphabets, de plusieurs religions, eh bien ce peuple n'a aucun doute sur sa propre identité. Il sait mettre sa communauté d'origine et de langue au-dessus de sa diversité dans d'autres domaines. Il exprime son aspiration à l'unité et à l'indépendance. Arguments à l'appui, Jean Brune se prononce dans le même sens. Le texte que vous avez entendu en fond sonore du film est extrait d'un rapport que Jean Brune a été prié de rédiger à l'intention de la Conférence de la paix de Paris et qu'il lui présente lors de sa séance du 18 mars 1919. Il s'agit donc d'un document d'une très grande signification politique. L'Albanie de 2012 est dans un tout autre contexte. En paix avec ses voisins, tournée vers l'avenir, elle a effectué un choix en exprimant sa volonté de rejoindre l'Union européenne et en travaillant dans cette direction. C'est un choix exigeant et qui demande de profondes transformations politiques et sociales. En ce 100e anniversaire de l'indépendance de l'Albanie, j'exprime l'amitié et le soutien de la France sur ce chemin qui nous rapproche et qui rend nos relations encore plus fraternelles et plus fécondes.